Bienvenue et Caribou. Excellence Mahoraise est une chaîne née d'une synergie entre différents acteurs motivés, fiers d'honorer les couleurs et les valeurs de leur île. Nous y partageons de nombreuses émissions riches et passionnantes. J'espère que vous passerez un agréable moment à nos côtés et que vous en apprendrez davantage. Bon, je vous retiens pas plus. Bonne écoute. Bonjour à tous. Bonjour Monsieur Henri Bédia. Bienvenue sur Discord étudiants mahorais. Nous avons le plaisir Bonjour, docteur L. nous avons le plaisir de vous accueillir aujourd'hui. C'est vraiment un honneur d'accueillir une personnalité qui a bercé notre enfance à la radio, mais on va découvrir plus qu'un personnage qui a des médias, mais un parcours très inspirant qui va, je suis sûr, inspirer beaucoup de personnes, notamment nos étudiants mahorais et lycéens, collégiens. Donc, je vais vous laisser vous présenter en commençant par le début, votre enfance et votre vie à Mayotte avant les études. Voilà. Donc un grand bonjour à la communauté mahoraise qui nous suit via ce réseau social. Et pour moi, c'était un honneur d'être présent avec vous et de partager un peu ma petite expérience. Alors, je ne sais pas si je suis un exemple ou si j'ai eu une vie ou si j'ai une vie inspirante, mais quoi qu'il en soit, sachez que je suis un jeune natif de Mayotte qui a grandi à Mayotte, plus précisément en Petite Terre à Pamandzi. Par la suite, j'ai fait ma scolarité au niveau du collège. À l'époque, c'était au collège de l'Abattoir. Et ensuite, le lycée de Mamoudzou, fin des années 90. J'ai eu mon baccalauréat en 1997. Et à l'époque, on n'avait qu'un seul lycée à Mayotte. Donc, tous les élèves de l'île, qu'ils viennent du nord, du sud, voire même de la Petite Terre, se retrouvaient chaque matin, tous les jours, du lundi au vendredi, voire même samedi, au lycée Younoussa à Bamana. Et je me souviens aussi de cette époque où il fallait se lever tôt, comme maintenant, hein, pour nous autres petits terriens, pour prendre soit la barge de 6h ou la barge de 6h30. Et puis, à la sortie des cours, vers 16h, 16h30, prendre la barge et courir après les bus scolaires qui nous ramenaient de Dzaoudzi vers Pamandzi, vers les quartiers de chacun. C'était pour ma part une période très enrichissante parce que à l'époque, on n'avait pas beaucoup de choses en fait. On n'avait pas tout ce choix que la génération actuelle a en matière d'accompagnement dans les études universitaires, en matière d'information et d'orientation, en matière de nouvelles technologies, mais également peut-être on n'avait pas aussi cette ouverture et cette connexion vers le monde qui nous entoure ou le monde qui allait nous accueillir dans nos futures études. Mais ce qui est sûr, on était tous baignés dans des familles qui nous projetaient vers la réussite. Pour toutes les familles mahoraises, il fallait que leur enfant réussisse et je pense que beaucoup d'entre vous ont entendu ou entendent toujours cette phrase Shimaore ou en Kibushi, Namsome. Kibushi, on dit Anarum Zurua. Donc c'était quelque chose qui fait partie vraiment de ce que nous tous nous avons entendu et ça n'a pas changé jusqu'à maintenant. On a toujours cette phrase qui nous revient, il faut réussir, il faut réussir. Et donc après le bac, Est-ce que du coup, à ce moment-là, vous saviez ce que vous vouliez faire pendant que ce soit le collège ou le lycée? Est-ce que vous aviez une vision de ce que vous vouliez faire? Est-ce que c'est juste oui, bien sûr. Alors,
de réussir. Pour ma part, alors j'étais, je sais, enfin, moi à l'époque je voulais être journaliste. Hein. À un moment donné, quand j'étais à l'école primaire, je voulais être comme docteur Maolida, médecin. Mais au fur et à mesure, oui, tout à fait, au fur et à mesure, le collège, le lycée, bon, les matières scientifiques n'étaient pas vraiment mes matières préférées. Donc du coup, Ok. j'avais une certaine aisance et une facilité, mine de rien, quand je prenais la parole quand je m'exprimais à l'oral, je m'en suis rendu compte dès le collège en fait. Cette aisance que j'avais quand je devais prendre la parole et surtout que je captivais les gens. Quand je devais expliquer quelque chose, tout le monde écoutait et au fur et à mesure, euh, pour ma part, c'était tout tracé. Il fallait que j'aille dans le domaine du journalisme. J'ai atterri à Montpellier pour faire des études de communication. Et après mes études de communication, où je suis revenu à Mayotte, parce qu'en fait, je revenais à Mayotte de temps en temps hein, pour les vacances et surtout faire aussi des expériences à RFO à l'époque où j'étais stagiaire à la rédaction. Il m'arrivait de présenter les journaux radio, ça me plaisait énormément. Et quand je suis rentré à Mayotte vers 2004-2005, j'étais à la rédaction radio. Où, là, c'était vraiment du journalisme, j'étais pigiste. Et à un moment donné, il y avait un casting pour animer une émission de télé. Donc je me dis pourquoi pas, je me lance parce que bon, euh, il y a le côté artistique qui me plaisait énormément dans cette façon d'être avec les gens, d'être en connexion avec les gens. Et du coup, j'ai passé un casting où j'animais un quiz qui s'appelait Cocoteza à l'époque. Et du coup, j'ai basculé vers l'animation. J'ai fait de la télé, de la radio plusieurs émissions radio, plusieurs thématiques, des émissions culturelles, des émissions et ensuite après vers 2010 j'ai fait la matinale. On m'a confié la matinale radio pendant 7 ans, de 2010 à 2017. La matinale, c'est une seconde partie de ma vie à Maître Première où j'ai vraiment peut-être peaufiné ma façon de présenter les choses. Je me suis amélioré, j'ai commencé à comprendre aussi encore plus la culture mahoraise ou les cultures mahoraises, puisque voilà les traditions de l'île, où je me suis aussi amélioré dans l'expression de la langue shimaoré et aussi du kibushi, qui est ma langue maternelle. Alors, même si les gens m'entendent parler le shimaoré, mais le kibushi est ma langue maternelle. J'ai ma famille du côté de ma mère. On a des origines malgaches et puis on vient du village de Mbouini dans le sud de Mayotte, mais on s'est installé en petite terre dans un village qui parlait le kibushi qui s'appelle Sandravang et ma langue maternelle c'est le kibushi et j'ai baigné dans ces trois langues quand j'étais enfant, le shimaoré, le kibushi et le français. Et j'ai eu la chance aussi d'avoir eu des parents qui travaillaient. Mon père était policier, ma mère était infirmière. Très tôt, j'ai appris à parler le français aussi. Euh, Tout ça a fait peut-être que j'avais un certain éveil par rapport au contexte de l'époque, parce que là on est dans les années 80, et j'ai fait l'école maternelle euh, chez une dame à l'abattoir qui s'appelait Madame Alice. Et après l'école maternelle, j'ai intégré directement le CP à Pamandzi, Pamandzi 2. J'ai fait du CP au CM2, j'étais à Pamandzi 2. Donc du coup, là, vous nous avez parlé de votre retour à Mayotte. Et il y a eu un côté nostalgique qui est ressorti par rapport à cela. Est-ce que du coup, après vos études, c'était une évidence de venir directement à Mayotte ou est-ce qu'il y avait une appréhension? Et s'il y en avait, comment est-ce que vous avez vécu, comment vous l'avez vaincu?
Oui, bien sûr. En fait, moi, je pense que dans ma tête, quoi qu'il en soit, après mes études de communication, j'allais travailler. C'était tout tracé dans ma tête. Hein, j'allais travailler à RFO. Voilà, j'allais travailler à RFO. Donc j'ai eu cette facilité, mine de rien. Hein, dès que je suis arrivé, je n'ai pas traîné. En quelques semaines, ça s'est fait. J'ai pu intégrer RFO à l'époque, avant que ce soit ma lettre première. Et en revanche, effectivement, quand on revient de l'Hexagone, c'est que il faut se dire qu'on a vécu plus de 5 ans à l'extérieur, pour d'autres même plus. C'est pas évident. C'est pas évident. Moi, quand je suis parti, j'étais à peine majeur, j'avais 18 ans, je suis parti faire mes études. Je reviens de manière... je suis pas revenu... de suite après les 5 ans. Après les 5 ans, par exemple, je suis resté en métropole quelques années, et puis je suis revenu, voilà. Donc, grosso modo, j'avais passé plus de 7 ans là-bas avant de revenir. Et c'est vrai que même si j'étais très heureux de ce que je faisais comme métier, cette proximité avec les gens, puis cette fierté d'avoir pu concrétiser ce que je voulais faire, mais on est toujours attaché à là où on était pendant ses études. Parce que de 18 ans à 25 ans, on apprend à être adulte. On Ouais, apprend à être c'est ça. adulte, on apprend à se former, on apprend à voir des choses, on apprend à réfléchir autrement. Et quand on arrive à Mayotte à 25 ans, voire même plus, 26 ou 27 ans, forcément, on voit les choses différemment. Mhm. Et du coup, sur ce côté-là, cet aspect vie quotidienne, c'est pas si évident que cela. D'ailleurs, je comprends parfaitement certains, après leurs études, quand ils viennent à Mayotte, le moindre échec, ils se disent vaut mieux rentrer en métropole. En fait, ça peut s'expliquer, mais moi je leur dirais il faut tenir le coup. Il faut tenir le coup parce que la vie c'est ça. La vie c'est plusieurs étapes. La vie ce sont aussi des épreuves. Mais n'oubliez pas d'où vous venez. Vous venez d'une île qui vous a donné une vision, une culture, des traditions, un héritage linguistique, un héritage historique. Donc du coup, vous êtes fort de tout cela. Donc après cet apport, après cette expérience et après ces acquis et compétences des dernières années, si vous faites le choix de revenir à Mayotte, ça ne sera pas facile, mais dites-vous que vous, plus qu'un autre, vous avez aussi votre contribution. Vous avez aussi votre place au sein de cette société mahoraise. Euh, Rien n'est facile dans la vie. Alors, nous tous, même, Raphaël, vous m'avez dit tout à l'heure, mais partagez-nous votre expérience, dites-nous comment vous avez fait pour réussir. Alors, moi, je suis pas si tranché que cela durant ces 20 dernières années. Forcément, dans l'évolution professionnelle, il y a eu aussi des moments où c'est très difficile. Il faut se remettre en cause. Et, quand vous baignez dans un univers professionnel, vous êtes aussi en relation avec des collègues avec lesquels parfois vous n'avez pas la même façon de voir les choses. Vous faites partie d'une culture d'entreprise. Donc tout cela, il faut pouvoir slalomer pour pouvoir vous en sortir et puis simplement pour pouvoir évoluer et avoir votre objectif personnel. Que ce soit moi, que ce soit vous, chacun a son objectif. Et dans cette projection, on doit toujours avoir ce focus de réussite vers son objectif. Il n'y a pas un chemin tout tracé. Quel que soit le chemin que vous prenez, à l'instant T, dites-vous que c'est le chemin qu'il vous faut parce que vous vous dites, ce sont les moyens que j'ai à cet instant pour atteindre cet objectif. Peut-être que l'idée que vous avez eue aujourd'hui va changer demain, et tant mieux, mais c'est comme ça. Mais au fur et à mesure, vous allez atteindre votre but et c'est vraiment l'essentiel. Vous dire qu'est-ce que je souhaite faire, qu'est-ce que je souhaite réaliser, qu'est-ce que je souhaite concrétiser et quels sont mes atouts du moment pour pouvoir réussir. Et aussi, je dirais que euh, euh,
dans toute évolution, forcément, à un moment donné, peut-être que les relations, les amis, là, par exemple, je trouve le concept de Discord étudiant maoré vraiment tendance vraiment dans le in, parce que c'est un réseau qui se constitue, on s'entraide, on se donne des astuces, on partage des expériences, et c'est ce qu'il nous faut, nous faire sentir que nous sommes un, comme et d'ailleurs le slogan va d'ailleurs dans ce sens-là, c'est Onyemoja, Askajan Bularek Kibushi. Donc hiyo de manamba ini muhimu swafi mtukasikie wiki ni mtu ana ushabaha hadisi na wanyahe hadisi na wao wafanya hazi sawa na wawe au wao kawafanya hazi sawa na wawe be wasiona maisha kalte yangina mhadisi ta ujue mana chini adunga msomo ile au mana chini atafanya hazile raifanya au afanya jiji zupya maarifa ikawamba itoshinda yuhuve manufaa nazosahau. Basi ujuo wako Juliana harmwanzia za radio maid premieri vanu mtu wa kasukia tena ufanya jeje utrala wangini. Ouais, c'est vrai. Bah écoute, yo ala muhimu Sophie. En fait, si vous voulez, c'est vrai que moi au total, j'ai passé 10 ans à maître première. Vraiment. En 10 ans, à part la présentation du JT que je n'ai jamais fait, mais j'ai fait quasiment beaucoup de choses. Voilà, présentation du journal à la radio, j'ai animé des émissions, mais de tout type, vraiment. À la radio, à la télévision aussi, on me voyait énormément un certain temps. Alors j'ai été aussi, c'était en 2011, l'animateur qui avait été choisi pour animer ce qu'on appelle les 24 heures de l'outre-mer, c'était à Paris, et c'est moi qui représentais le bassin océan Indien. Donc je représentais Mayotte et la Réunion, et on avait un animateur par bassin. On avait un animateur qui nous vient des Caraïbes, de la Polynésie, de Wallis et Futuna, et donc c'était une émission sur 24 heures, en direct sur toutes les stations outre-mer, et moi j'étais l'animateur qui présentait le bassin océan Indien. Pour moi c'était une très très belle expérience. Et comment? C'était en quelle année? C'était en 2011. C'était en 2011. Oui, c'était juste après. Il y avait une mobilisation en 2011. Il me semble, c'était contre la vie chère. Oui, c'est voilà, c'était juste. Voilà. C'était en 2010. On en parlait. Oui, mais ouais, 2010 jusqu'à 2011. Voilà. Et du coup, après cela, au bout de 10 ans, en fait, je me suis dit, j'ai un master en communication, je fais quoi? Au bout de 7 ans, mine de rien, me lever tous les jours à 3 heures du matin, alors que j'adorais ce que je faisais, hein, mais on a envie de se renouveler, on a envie de faire autre chose. Et je pense que j'ai fait le bon choix. Et ça a pas traîné, parce que juste avant que je quitte Maître Première, j'avais aussi un deuxième travail où j'étais directeur de la culture et de la communication à la mairie de Pamandzi. Donc je finissais la matinale à 7h, j'enchaînais à la mairie de Pamandzi, j'ai fait ça pendant 6 mois, et ensuite après j'ai vu qu'à la préfecture ils cherchaient un chef de la communication au cabinet du préfet. C'était donc en 2017. J'ai postulé, ça a été très rapide. J'ai postulé en 2 semaines, j'ai passé l'entretien, on m'a dit c'est ok. Du moment où j'ai postulé jusqu'à ce que je prenne le poste, j'ai postulé fin octobre, et mi-décembre j'ai pris le poste à la préfecture, donc j'ai quitté la radio. Là on m'entendait plus, on me voyait mais peut-être pas beaucoup, et là c'était un autre monde. J'ai travaillé avec le préfet Frédéric Vaux. Ensuite, juste après, on a eu Dominique Sorin, avec lequel j'ai collaboré tout au long de sa mission à Mayotte, et c'était super parce que j'ai beaucoup appris sur la façon de voir les choses, sur la façon de dire les choses aussi.
Et aussi, on a eu plusieurs arrivées ministérielles, des visites ministérielles. Donc, j'étais vraiment au cœur de cette coordination. Au bout de 2 ans, j'ai été au département de Mayotte, où j'avais comme fonction chargé de mission en représentation à Madagascar. J'étais basé à Antananarivo. J'avais mon bureau à l'ambassade de France à Antananarivo. J'ai fait pendant 1 an. Et puis, il y a le Covid, c'était compliqué. Heureusement, j'étais resté bloqué à Mayotte. J'étais là-bas. Puis, juste avant le Covid, j'étais venu à Mayotte en mission. Et ensuite, les vols étaient tous annulés, impossible de quitter chaque territoire. Donc, voilà, je travaille ici au département. Et donc, peut-être le Covid a cassé un peu cet élan. J'ai eu l'opportunité parce que on m'a appelé pour me dire, quelqu'un que je connaissais m'a appelé, il va y avoir un poste de chef de cabinet au rectorat de Mayotte qui se libère. Est-ce que ça t'intéresserait? Je lui dis, mais écoute, en ce moment, par rapport à ma mission à Madagascar, c'est un peu mort. Pourquoi pas? Donc, quand le poste a été publié, j'ai postulé, j'ai passé l'entretien. Ce qu'il faut dire, voilà, j'ai passé l'entretien et j'ai travaillé donc 2 ans au rectorat avec le recteur Gilles Albou. J'étais son chef de cabinet. Là aussi, on est dans la coordination, dans l'organisation, dans le planning, dans la gestion des relations avec les médias. Voilà. Donc j'étais au cœur de tout ça. Et au bout de 2 ans, parce que moi j'aime bien quand je travaille pour un cabinet ou pour une institution étatique, vraiment être en coordination avec le temps de la fonction de la personne qui m'a employé. Voilà. Donc après, Gilles Elbou terminé son parcours à Mayotte en décembre 2022. Voilà. Et je suis aussi parti. Et juste janvier 2023, j'ai intégré le centre hospitalier de Mayotte comme chargé de mission coopération avec les Comores. Voilà, on avait des missions avec les Comores dans le cadre des fonds Interreg, donc c'est moi qui gérais ça. Et entre-temps, j'étais aussi responsable communication à l'hôpital. Et maintenant, depuis janvier, je suis le responsable des sites extérieurs. Il faut savoir qu'à l'hôpital, on a 4 grands sites extérieurs. On a le site de Zoumounié, le site de Kahani, le site de Mramadou et le site de Petite Terre. Et ensuite, sans compter les dispensaires alentours. Donc, je suis le responsable de tout ça. Voilà, je suis le responsable de tout ça depuis janvier. C'est un autre challenge. Et puis l'avantage aussi, on bouge pas mal. Des fois, voilà, je me lève le matin. Au lieu de partir à Mamoudzou, je vais à Mtsangamouji d'abord. Je vais visiter les CMR au nord à Mtsamboro. Donc voilà, voilà. Moi j'aime bien avoir du challenge à chaque fois. C'est ce qui m'anime. Et d'ailleurs. Oui. Là, j'entends que vous avez fait le tour de toutes les grandes institutions qui existent ici à Mayotte. Je sais pas si je fais le tour. La préfecture, le CHM, le conseil départemental. Et donc, du coup, vous avez quand même une vision qui a été façonnée par ces différents postes. Et en plus, vous me dites que vous êtes allé à Madagascar. Vous travaillez avec les Comores. Comment est-ce que ça a joué sur l'évolution de votre vision, sur ce qu'il y a à faire à Mayotte? Parce que je me demande si le fait de côtoyer des personnes de différents horizons permet de concevoir autrement, de voir un peu le potentiel qu'il y a à Mayotte. Qu'est-ce que vous pensez de cela? Qu'est-ce que vous en avez en tiré de toutes vos expériences? Alors, c'est une très bonne question. Oui, je dirais oui. J'ai fait le bon choix en quittant la première il y a 9 ans. Maintenant, ça fait 9 ans. J'ai osé. Et le fait d'avoir fait ces différentes missions, d'avoir chapeauté ces différentes fonctions, je dirais que il y a tant à faire à Mayotte. Il y a tant à faire à Mayotte pour Mayotte et Mayotte dans sa place au niveau régional.
Donc, ce soit au niveau de la préfecture, on voit la position de l'État, la communication de l'État, comment l'État met les moyens pour faire avancer notre île, malgré ses difficultés. Un autre défi, l'éducation à Mayotte, mais aussi, même s'il y a des difficultés, il y a aussi de très beaux résultats, il y a des étudiants qui réussissent, il y a des programmes très intéressants pour que les élèves de Mayotte puissent réussir. Au niveau du département, même si c'est encore dans les balbutiements, on voit que il y a une réelle volonté d'être ou d'avoir un positionnement au niveau régional, que ce soit avec Madagascar, que ce soit maintenant au niveau, on le voit avec l'Afrique de l'Est, au niveau de la coopération, et l'hôpital qui est le seul hôpital public à Mayotte avec les difficultés, mais aussi les enjeux de développement en matière de santé, de l'offre de soins, l'attractivité du territoire. Donc, tout cela, aujourd'hui, me fait convaincre que Mayotte ne peut qu'avancer. Mayotte ne peut qu'avancer et on doit croire en nous déjà et croire en l'avenir de Mayotte. Même si c'est très difficile. Parfois, je suis comme beaucoup qui souffrent des embouteillages, qui parfois attend avant de me lancer dans la circulation parce qu'on a entendu qu'à tel endroit il y a des caillassages, par exemple. Hein, mais on y croit et moi personnellement j'ai la chance aussi de faire un travail qui me plaît, donc forcément on se doit de réussir dans sa mission et moi j'ai hâte de voir ce que sera Mayotte dans 10 ans avec la génération que vous êtes aujourd'hui, cette génération qui a la vingtaine, voire même début de la trentaine, qui est en train de se former ou qui termine sa formation pour être dans le monde du travail. Cette génération, dans 10 ans, qu'est-ce qu'elle va apporter au développement du territoire? Et c'est ça que nous attendons, vraiment. Et je leur dirais aussi, il faut pas rester figé. Ça, c'est mon expérience à moi. D'autres leur diront peut-être autre chose. Mais si aujourd'hui, vous avez envie de vous lancer dans l'entrepreneuriat, par exemple, lancez-vous. Aujourd'hui, il me semble, vous, par exemple, Dr Maolida, vous n'avez pas forcément choisi le côté hôpital public, mais le libéral. Mais tant mieux. Et peut-être il y aura d'autres projets à venir. Et c'est ce que nous voulons pour qu'à Mayotte, on puisse avoir le choix dans tout. On puisse avoir le choix dans la réflexion, on puisse avoir le choix dans les offres proposées, quels que soient les services, et on puisse avoir le choix de choisir sa vie. Et d'ailleurs, en revenant justement sur votre métier, sur votre domaine, il y a une question de Fouhaïra qui nous demande: on entend souvent que le secteur de la communication est bouché. Au regard de votre expérience, qu'en pensez-vous? Alors, moi je dirais non. Je dirais non. Pourquoi? Parce que moi je me rends compte que il y a encore 5 ans, et j'étais encore surpris, même 10 ans en arrière, mais encore 5 ans, peut-être même 3 ans. C'est pas toutes les collectivités, quand je dis collectivités, c'est pas toutes les mairies ou certaines grandes structures qui avaient un chargé de communication. Aujourd'hui, ce ne sont pas toutes les mairies qui ont un chargé ou une chargée de communication. Ça vient. Il y a des mairies qui s'en sortent plus que d'autres, qui sont bien dotées d'un service de communication, d'autres non. Et puis, je dirais, la communication, elle est diverse. C'est pas simplement une communication travaillée pour un service public. La communication, vous pouvez créer votre propre entreprise. Vous pouvez avoir une fonction transversale, pas forcément pure communication, mais la communication, moi je dirais, ça s'invente à partir de votre formation de base. Vous pouvez créer vous-même ce que vous souhaitez proposer comme activité communicationnelle. Moi, ce que je n'ai pas dit tout à l'heure,
Et on le dira, c'est vrai, j'ai une activité professionnelle qui me prend beaucoup de temps au centre hospitalier de Mayotte, mais quand je le peux, je me suis organisé maintenant parce que je peux le faire. J'anime aussi des événements. Donc, je suis quand même resté dans mon domaine de prédilection et mes amours d'antan. J'anime des événements, j'anime même de grands événements. Voilà, ça peut être le Forum économique des îles de l'océan Indien, ça peut être des trophées de l'environnement, des trophées de l'entreprise, moult événements où on vient me solliciter, où je propose mes services et je le fais avec passion et surtout en me disant que il faudrait aussi qu'il y ait d'autres qui se lancent dans ce domaine-là parce que notre île en a besoin. Il faut qu'on puisse aussi identifier, selon les secteurs, des Mahorais qui sont pros dans ce domaine. C'est très important. Et quand vous me parliez de ce qu'on peut faire, ce que j'ai acquis ces dernières années, aussi, je me suis rendu compte que il y avait tellement à faire que je me suis aussi engagé dans le domaine associatif. Depuis depuis maintenant presque 4 ans, je suis administrateur d'une grande structure associative qui s'appelle l'ALEFPA, association laïque alors association laïque qui le temps de retrouver, mais en fait c'est une association pour qui défend ou qui œuvre pour les personnes handicapées et les personnes vulnérables. Voilà. Et du coup, depuis 4 ans, je siège au conseil d'administration et on est basé à Mayotte depuis déjà 6-7 ans. Et C'est l'association laïque pour l'éducation, la formation et la formation, la prévention et l'autonomie. l'autonomie. Voilà. Et l'autonomie, voilà, c'est ça. Bon, voilà. Donc du coup, c'est du bénévolat, Mais j'ai découvert aussi le monde du handicap à Mayotte, ses complexités, la difficulté des familles de s'en sortir, de trouver des structures adaptées. Et voilà, donc chacun a son rôle à jouer, je fais ce que je peux, je ne suis pas soignant, je ne suis pas un expert en médico-social, on a des équipes qui sont là pour, mais moi mon rôle c'est d'avoir un rôle de soutien, un rôle de soutenant quand je peux et relayer les besoins de Mayotte au niveau national pour que les projets de Mayotte avancent. Surtout que j'ai l'impression que du coup, le domaine de la communication, c'est un domaine qui peut être très transversal. En plus, c'est encore plus aujourd'hui où l'attention, le marché de l'attention est très important pour attirer des gens, attirer du public, attirer de l'intérêt sur les projets, sur les différentes choses que l'on veut faire au niveau professionnel. Donc j'ai l'impression qu'il y a quand même beaucoup de place, beaucoup de choses que vous pouvez, beaucoup de créneaux que vous pouvez vous mettre ou inventer, tout simplement. Parce que quand on voit les médias traditionnels, les médias un peu réseaux sociaux, tout ça maintenant est pris au sérieux et j'ai l'impression que du coup, beaucoup sont prêts à mettre des milliers d'euros, des millions d'euros pour la communication aussi. Oui, alors on l'a vu par exemple là récemment quand il y a eu les élections municipales, tous les candidats se sont lancés dans une campagne vraiment acharnée et bien étudiée vers les réseaux sociaux, la communication autour du candidat, quelle communication vers la population, tout a été vraiment bien planifié et ici plus qu'à Mayotte parce que on a une grande proximité avec la population, la communication elle est partout et on a cet avantage, je crois, de par notre culture, de par notre façon de voir
les choses, où le terrain est très propice à la communication. Donc du coup, quand on fait des études de communication, c'est pas seulement pour être un chargé de communication. Non, on fait des études de communication parce qu'on a une appétence dans le domaine de la communication pour exercer, comme vous l'avez dit, des métiers transversaux en lien avec la communication. Ça peut être chargé de mission de je ne sais quoi, mais forcément, le mot communication, c'est quoi? Le mot communication, ça veut dire juste que vous êtes en capacité de mettre en lien les gens et de donner les outils ou de proposer des outils pour que les gens comprennent ce que vous faites. Et les meilleurs moyens, les meilleurs canaux pour diffuser cette information, pour qu'elle soit comprise et que les gens adoptent votre vision ou ce que vous souhaitez faire passer. Ok. D'ailleurs, on a une question de Anaïs qui nous demande est-ce que les institutions publiques encouragent les porteurs de projets dans des domaines peu connus pour offrir le choix à la population? Donc je pense que ça revient à ce que vous disiez tout à l'heure, comme quoi il y a des choses qui avancent, mais j'ai l'impression que beaucoup ont l'impression que tout est stagnant, enfin qu'il n'y a pas d'évolution, que c'est stagnant, que c'est figé, qu'on ne peut pas se faire sa place à Mayotte. Alors, il y a beaucoup de marchés qui sont lancés dans beaucoup de domaines, dans le domaine environnemental, dans le domaine de l'économie, dans le domaine, dans tous les domaines quasiment. Par exemple, vous regardez les marchés publiés par la DIM, par le département, dans le domaine environnemental, ou même dans le domaine de la communication. Il y a beaucoup de marchés sur lesquels les gens peuvent se positionner, que vous soyez étudiant, auto-entrepreneur ou vous faites partie d'une association, mais peut-être que il n'y a pas assez de curiosité pour aller voir tout ce qui est proposé et les possibilités d'émarger sur ces projets pour avancer. Alors, il y a aussi cette position souvent quand on est jeune étudiant, je pense, et ça je ne critique pas, souvent il est très facile de se dire à Mayotte ça n'avance pas, à Mayotte ceci, je l'entends hein, parce que j'avais aussi ce discours-là, mais quand on est vraiment dans la situation, quand on est in situ, quand on travaille, on voit comment ça se passe dans une entreprise, ce qui est possible, et puis on voit aussi les difficultés, les freins éventuels, même s'il ne faut pas se limiter aux freins, mais justement les freins sont faits pour être dépassés. On voit que c'est pas si facile que cela. Pour exemple, j'ai quelques amis qui ont vécu un certain temps à l'étranger, en France ou à l'étranger dans des pays européens, et qui ont travaillé là-bas, et ils pensaient en revenant à Mayotte, ils allaient révolutionner les choses. Ça, c'est un discours que j'entends. Moi, je veux dire, comment ça se fait qu'à Mayotte, ça avance pas à Mayotte, voilà, on l'entend, ça, on l'entend. Mais moi, je leur dis, venez. Alors, vous aurez des difficultés, venez, et puis donnez le meilleur de vous-même ici, sur place. Et puis vous verrez. Et quand ils viennent, ils voient que c'est compliqué. Certains même se disent, oh, si c'est ça, moi je rentre là-bas, c'est compliqué. Mais c'est ça la réalité. La réalité, c'est de ne pas se dire, mais est-ce qu'à Mayotte, on a la possibilité de faire ceci? Est-ce qu'à Mayotte, on a... Non. Dites-vous simplement, je vais arriver à Mayotte, je vais faire ça ou ça, je vais m'orienter vers tel domaine et je vais faire en sorte que ça réussisse. Et faire en sorte aussi de créer un réseau autour de moi pour m'aider à développer ce projet. Dites-vous plutôt ça. Mais si vous dites que à Mayotte rien n'avance, c'est pas normal, et vous allez venir en héros et tout révolutionner, ce que je vous souhaite. Mais c'est pas si évident que ça. Mais d'ailleurs, quand
quand on souhaite mener un projet à Mayotte en réfléchissant en métropole de ce qu'on pourrait faire en arrivant là-bas, j'ai l'impression que c'est plutôt être hors sol plutôt que aller se confronter aux difficultés. Par exemple, là, vous avez donné un exemple sur le fait que vous étiez en stage à Mayotte Première. Du coup, est-ce que ça vous a apporté un peu plus de matière à réfléchir sur ce que vous alliez faire là-bas? Parce que là, on est en train de se dire que, ah, ben, en fait, on est confronté aux difficultés, aux freins, et on se dit, ah, ben, en fait, avant d'arriver définitivement, on pourra réfléchir en fonction de ce qu'on a eu sur le terrain, bien sûr, avec la théorie qu'on a appris en métropole. Mais est-ce que les stages ou les épreuves pratiques peuvent être une solution une première solution, je veux dire, pour comprendre un peu ce que Mayotte attend de nous? Comment Oui, est-ce qu'on peut oui, aborder oui, et pas ça? seulement. Oui, et pas seulement. Oui, dans un sens où, par exemple, je me souviens, quand j'étais stagiaire, forcément, parce que, bon, on regardait la télé ou on écoutait les journaux, soit des RFI, de France Inter, ou d'autres médias en France, on entend comment ils s'expriment, comment ils disent les choses, ou quand on regarde la télé, on se compare. Et quand on vient à Mayotte, on voit la réalité, on se dit, ben moi je ferais mieux forcément. Dans sa tête Mhm. d'étudiant, on se dit, je ferais mieux, et c'est le but. Moi, je ferais mieux. Mais dites-vous aussi que vous avez aussi besoin d'acquérir des savoir-faire ou d'acquérir des compétences à l'extérieur de Mayotte pour pouvoir être vraiment dans la complétude. Voilà, vous complétez ce que vous avez appris là-bas et ce que vous avez appris du terrain à Mayotte pour pouvoir être le professionnel qu'il faut. J'ajouterais aussi, c'est que quand on vit dans l'Hexagone ou peut-être même dans d'autres territoires européens ou à l'étranger, c'est que nous sommes dans des pays qui ont évolué. Euh, alors, même si il y a beaucoup de choses à faire, mais euh, c'est un environnement euh, où votre apport ne sera pas forcément visible. Parce que il y a plusieurs comme vous, peut-être même d'autres meilleurs que vous. Et puis, euh, alors, je le dis avec des guillemets, mais il faut pas le prendre mal. Et puis le fait, bah, c'est pas vraiment votre territoire d'origine. Voilà, même si vous Mhm. êtes français et vous êtes de Mayotte. Donc, à Mayotte, vous aurez plus d'impact dans ce que vous ferez, dans ce que vous allez apporter, et vous serez peut-être même plus légitime parce que vous êtes chez vous. Et c'est ça, parce que on se plaint ou on s'est plaint à un moment donné qu'il n'y a pas assez de Mahorais dans certains services publics, dans les institutions, dans ceci, cela. Mais euh, cela arrivera quand ceux qui auront terminé leurs études reviennent sur les territoires et commencent à, à laisser leur empreinte dans ces institutions et aussi tracer le chemin pour d'autres. Ok. Bah, d'ailleurs, je vais revenir par rapport à l'appartenance sur la langue. Oui. Je vois que vous avez accordé une importance particulière à apprendre parfaitement le shimoré, et le shibushi, c'était déjà acquis depuis le début. Bon, le français, c'est la langue des études, on va dire. Quelle place ont la langue chez nous, et quelle place elle devrait avoir selon vous? Alors, c'est, la langue, c'est déjà ce qui nous identifie. Euh, euh, Quand vous parlez une langue, on vous rattache à cette langue pour savoir d'où vous venez. Et c'est ce qui guide votre vie, en fait. Parce que dans une langue, il y a toute une histoire,
Il y a une culture, il y a une manière de percevoir le monde qui nous entoure, il y a une manière de réfléchir, il y a une manière d'être avec les autres, le rapport aux autres. Euh, il y a une culture extraordinaire qui est portée. Regardez par exemple ce que fait Zili dans ses chansons et d'autres aussi. Zili, quand elle chante en kibuchi ou quand elle chante en shimaoré, c'est la culture mahoraise qu'elle porte, la culture dans son folklore, mais quoi qu'il en soit, c'est une identité très forte de notre territoire. Et moi, personnellement, j'ai eu la chance de pratiquer les deux langues locales, que ce soit le shibushi ou le kibushi, le shibushi ou le shimaoré. Mais quand on a une rupture entre son territoire, pour les études, par exemple, une rupture de 6-7 ans, forcément, il y a des mots qui ne sont pas qui ne viennent pas de suite. Voilà, il faut s'y mettre pour maîtriser pleinement le shimaoré ou même le kibushi. Et le fait d'avoir travaillé à Mayotte la première, j'ai appris à m'améliorer, à avoir un très bon shimaoré, à comprendre des mots, à chercher, à me performer, que ce soit en kibushi aussi. Et je me suis rendu compte à quel point c'était nécessaire, surtout pour un communicant que j'étais dans le domaine de la radio, dans le domaine de la télévision, dans le domaine des médias, où je suis tourné vers la population, mais cette population, elle s'identifie à travers sa langue. Et bien sûr, on a vu avec le temps, forcément avec les apports extérieurs, que ce soit le français, que ce soit d'autres langues qui viennent Maoré et Ça a bugué chez moi, je voilà. crois. Le shimaoré est moins parlé, mais heureusement qu'il y a des associations comme Shimé et d'autres qui font le nécessaire pour que ces langues soient vraiment prises en compte au sein de la population et que ces langues puissent perdurer à travers le temps, notamment par un travail de normalisation et de fixation des langues, un travail sociolinguistique. Donc tout ça, c'est très, 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 très important. Et n'oublions pas qui nous sommes, d'où nous venons. Et surtout, pour pouvoir se projeter, il faut qu'on soit fort de nos traditions, il faut qu'on soit fort de notre racine, de notre histoire. Ouais, exactement. Non, parce que je parlais de la langue, parce que c'est vrai que il y a aussi une génération où on nous a formés à apprendre que le français au point où on négligeait notre langue maternelle parce que c'est la langue française, la langue de la civilisation, et la langue qui nous assure notre avenir. Mais au-delà de tout ça, il y a aussi un problème identitaire. Donc, Alors, est-ce que alors, est-ce que c'est contraire? Est-ce que ça va ensemble? Alors, moi, je pense en fait, selon les générations, les familles font avec les repères du moment qu'ils ont. Soit dans les années 90 ou début 2000, les familles ceux qui pouvaient, qui parlaient français, essayaient de faire en sorte que l'enfant s'exprime seulement français. Voilà, parce que c'était la langue de la réussite, c'était la langue de la scolarisation. Bon, ils ont fait ce choix-là, mais ça ne veut pas dire qu'ils ont renié leur identité. Non, ils ont fait ce choix-là parce qu'ils pensaient que peut-être ils n'étaient pas assez bien accompagnés, il n'y avait pas de campagne de sensibilisation pour faire comprendre que justement un enfant a toutes les facultés d'apprendre toutes les langues. Et il faut faire en sorte que l'enfant apprenne ces langues de manière correcte, avec les outils nécessaires pour que l'enfant ait la pleine maîtrise de chaque langue. Voilà. Mais non apprendre une langue au détriment d'une autre. Mais aujourd'hui, il y a cette conscientisation. Et j'en suis heureux. Quand même, on se rend compte qu'on a compris, certes, il y a le français, la langue de l'école de la République.
on se doit de la maîtriser, on se doit de la pratiquer parce que c'est la langue qui nous ouvre vers le monde et aussi l'anglais et d'autres langues aussi. Mais on a notre langue. Euh, Rien de plus beau lors d'un discours où vous exprimez en shimaoré devant tout le monde ou en kibushi, et c'est ce qu'il faut faire. Vous voyez, moi des fois, on le voit beaucoup, certains jeunes quand ils sont interviewés devant la caméra, ils ont du mal à s'exprimer en shimaoré. C'est chaud. Et même en français, ils ont du mal parce qu'ils parlent le français, mais après, Valé, Un mélange. Labda, Amba, ils mélangent un peu, voilà. Donc, du coup, il faut vraiment qu'on prenne conscience que, quelle que soit la langue que nous pratiquions, que ce soit le français, shibushi, shimaoré ou autre, il faut vraiment faire en sorte de bien la pratiquer pour sa préservation, pour sa transmission et surtout pour notre fierté collective. Notre fierté collective, ce sont nos traditions, ce sont notre histoire, c'est aussi ce sont nos langues. Donc c'est tout ça notre fierté. Donc au-delà de l'aspect très moderne, mais justement dans notre modernité actuelle, on serait encore plus moderne parce qu'on maîtrise tout ça, on maîtrise tous ces codes. On va dans d'autres pays du monde, on maîtrise aussi parce que on comprend pleinement, la culture africaine, parce que dans notre culture il y a des ressemblances. On va aux Antilles, il y a des ressemblances, donc on est de suite à l'aise. Donc du coup, soyons conscients de tout cela et apprenons à nous améliorer dans tout ce que nous faisons. D'ailleurs, je vous rejoins sur ce que vous avez dit. On a l'impression qu'on a un carrefour un peu multiculturel dans ce qu'on est, dans notre essence, c'est-à-dire des origines africaines au niveau de la couleur de peau, au niveau de la langue shimaoré, le swahili, des origines, on va dire, plutôt, je pense pas une origine, mais plutôt une sensibilité musulmane qui vient de l'Orient. La langue française qu'on a et qui nous rattache à la France. J'ai l'impression qu'on a un carrefour un peu de tout ça. Et en même temps, on a l'impression qu'on n'exploite pas assez notre potentiel. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Alors, Mayotte a toujours été un carrefour. À l'époque, au temps de l'esclavage, et puis il y a eu les brassages culturels, que ce soit les Sakalaves qui sont venus à Mayotte, que ce soit ceux qui viennent du Yémen, ceux qui viennent de l'Afrique de l'Est. Voilà, Mayotte a toujours été un carrefour. Et après, l'islam qui est arrivé vers le XIIIe siècle, il me semble. Après, dans tout ça, la langue française est arrivée vers le XIXe siècle, quand on est devenu français. Et même à l'époque, cette langue française, elle n'était pas pratiquée par tout le monde. Elle était pratiquée par vraiment une infime partie de la population. Et moi, je dis toujours, dans notre évolution, dans notre attachement à la France, la force que nous avons, c'est qu'on a su préserver notre façon d'être. On a su préserver nos traditions, on a su préserver notre religion, on a su préserver nos langues, et c'est très important. Donc du coup, aujourd'hui, on ne peut pas se dire que Mayotte n'a pas d'histoire. Non, Mayotte est riche d'histoire, et nous devons vraiment nous en réjouir et faire en sorte de perpétuer cette richesse extraordinaire que nous avons, ces populations qui viennent de toutes parts, ces populations métissées, voilà, les Blancs qui sont arrivés pour la culture de la canne à sucre fin 19e siècle, aussi, donc
même si on a évolué au niveau de notre statut politique, mais justement, on a évolué parce que Mayotte avait cette souplesse d'évoluer. Parce que elle a toujours été dans un bercé, baignée dans un carrefour où il y a eu plusieurs affluences. Ok. Donc concrètement, on dit à tout le monde, revenez à Mayotte, il y a beaucoup à faire. Je voudrais juste revenir un peu terre à terre. Dans les lieux où vous avez exercé vos fonctions, avez-vous reçu des stagiaires? Euh, Comment ça s'est passé, si c'est le cas? Et qu'est-ce que vous leur dites? Qu'est-ce que vous leur enseignez? Alors, avant de répondre à votre question, effectivement, il faut revenir. Bon, après, chacun a sa façon de prévoir son avenir. Hein. Voilà, peut-être d'autres prévoient d'aller vivre aux États-Unis, d'aller vivre en Australie, d'aller travailler au Japon. Tant mieux, tant mieux. Mais n'oubliez pas que vous avez aussi cette île dans l'océan Indien qui vous a vu naître et qui attend tant de vous. Et n'oubliez pas ça. Voilà. Et ici, il y a tout à faire, tout à consolider. Et je pense que l'avenir de l'île sera meilleur si tout le monde s'y met. Pour répondre à votre question, oui, 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 j'ai reçu des stagiaires. J'ai reçu des stagiaires. Alors, il y a de tout. Il y a des stagiaires qui sont vraiment excellents. Je me souviens, l'année dernière, on avait, au service communication de l'hôpital, on avait reçu une jeune stagiaire qui était chez nous pendant 3 mois. Elle terminait son Master 2 en communication. Vraiment excellent, rien à dire. Et d'ailleurs, quand on reçoit des stagiaires comme ça, on est content parce qu'on se dit, c'est la suite, c'est la relève. Voilà. Il faut encourager. Euh, Quand je reçois par exemple des demandes de stage, des fois on ne peut pas accueillir des stagiaires parce que le temps fait qu'on voilà c'est compliqué, c'est une période un peu compliquée d'encadrer un stagiaire, mais on on se donne comme règle de toujours répondre à la demande qui a été envoyé pour dire si on peut ou si on ne peut pas. Et moi, dans mon réseau, quand je peux, si je vois que j'ai une candidature intéressante, je peux faire basculer le CV ailleurs en disant à la personne, en disant à l'ami que je connais, essayer de voir s'il pouvait faire quelque chose pour cette personne. D'autant plus que voilà, le but c'est d'encourager ces jeunes quand même à se dire à Mayotte, ils ont plus la possibilité, la chance d'avoir un stage que dans l'Hexagone où c'est beaucoup plus compliqué parce qu'il y a plusieurs paramètres qu'il faut prendre en compte. En revanche, j'ai aussi eu des stagiaires où c'était pas trop ça, il faut le dire. Quand c'est comme ça, on essaie de comprendre, on essaye d'accompagner au mieux, on en parle au niveau de l'équipe, on se dit c'est dommage, on l'a accepté en stage, ce stagiaire ne voit pas cette opportunité déjà de marquer dans son CV qu'il a fait un stage dans tel service et puis nous sommes là pour lui ou pour elle à sa disposition parce que on sait très bien qu'un stagiaire, il y a des stagiaires, bon, selon leur niveau, ils sont assez autonomes. Il y a d'autres, non. Donc, on va leur donner des tâches à leur niveau, tout en les accompagnant. Voilà. Et des fois, on sait très bien, si on donne ça, la personne va paniquer, mais on est tous passés par là. Et c'est normal. Donc, il faut que ceux qui sont dans les études et qui demandent des stages à Mayotte, il faut qu'ils sachent que souvent, on a tous un regard très bienveillant sur les candidatures. Et au moment du stage aussi, on a un accompagnement voilà, de coach. Mais si toutefois la personne accepte, parce que on peut pas accompagner quelqu'un pour s'élever si la personne en face ne met pas du sien. Ok. Ouais, parce qu'en fait, on commençait à voir circuler sur les réseaux sociaux, que ce soit en stage ou ou même prise de poste, des CV qui sont envoyés, qui sont ignorés, et ensuite ceux qui sont pris en compte, des entretiens qui ont été menés, mais derrière, plus aucune réponse, pas
pas de suite. Et cela, justement, revient à chaque fois. D'où ma question de comment ça se passe, vous qui êtes de l'autre côté, qui êtes déjà en poste, comment est-ce que vous accueillez? Moi, vous nous avez déjà répondu sur le fait que, en tout cas chez vous, au CHM, dans le pôle communication, vous accueillez très bien les stagiaires. Mais est-ce que vous avez ressenti cela dans différents domaines? Après, c'est pas la même chose quand vous étiez étudiant et maintenant, mais est-ce que vous avez ressenti cela sur des échos qui vous reviennent Alors, d'autres après, moi, je ne sais pas, mais peut-être soit dans notre structure, parfois, selon la politique d'entreprise qui va accueillir, peut-être il n'y a pas vraiment de personnes qui suivent les demandes de stage. Ça, je ne peux pas me mettre à leur place. Ça, je ne pourrais pas dire. Et aussi, mais moi, je me mets à la place du stagiaire. Moi, je demande souvent aux stagiaires de bien vous allez sur Internet, vous regardez l'organigramme, vous essayez d'envoyer votre candidature à la personne susceptible de vous répondre. Il y a une démarche un peu logique parfois à avoir, mais ce n'est pas seulement envoyer, par exemple, je sais pas, j'ai mon entreprise qui s'appelle Eucalyptus, par exemple. Vous envoyez juste Madame, Monsieur, bonjour, je cherche un stage. Parce que souvent, on a encore beaucoup de ces de ces demandes de stage qui sont pas personnalisées, qui sont voilà, et même on envoie un mail pour une demande de stage. On balance le CV dans le mail, dans le corps du mail, mais sans mettre le nom, prénom en bas en signant avec le numéro de téléphone. Ce sont des choses très basiques, parfois que celui qui est en formation, qui est à l'école, qui est à l'université, ne fait pas forcément. Donc, nous, on comprend, mais on se dit, il faudrait que ça change. Il faudrait que ça change quand même. Il y a un minimum. Donc, il y a tout ça à prendre en compte. Moi, je pense aussi, l'étudiant doit faire en sorte d'avoir aussi une démarche personnelle, une démarche comme un entrepreneur, de se dire je cherche un stage, je mets tous les atouts de mon côté, comment je fais, comment je cible ça, voilà. Mais parfois l'étudiant aussi, ça arrive, il ne fait rien et ce sont ses parents, sa maman, son papa qui viennent taper à votre bureau. J'ai mon fils ou ma fille qui cherche un stage, et quand c'est comme ça, c'est compliqué parce que on sait pas vraiment ce que vaut le stagiaire, on n'a pas échangé avec le stagiaire. Donc même si la démarche peut aboutir, parce que là on est dans le réseautage familial ou le réseautage voilà, mais c'est pas vraiment top, c'est pas la position la plus confortable. Ok. D'ailleurs, oui, du coup, il faut être acteur de sa réussite, Oui. entre guillemets. Oui. Et puis, ne pas prendre les obstacles comme une fin en soi, mais plutôt vraiment viser son objectif et faire tous les moyens pour atteindre son objectif, que ce soit par la voie classique, que ce soit par les voies, que ce soit par différentes voies, on va dire. Mais sinon, on a bien entendu le message sur le fait de vraiment ne pas être dans une position de victimisation. Bon, le mot est un peu fort, mais les obstacles, il y en a partout et c'est pas qu'à Mayotte que ça existe, on va dire. C'est différent. C'est exactement ça, parce que souvent, les étudiants qui se plaignent par rapport à leur demande de stage, je parle par rapport au contexte de Mayotte, hein. On leur demande, mais vous avez fait comment, vous êtes passé par qui? Quand on regarde le rouage, il n'est pas très bon. Alors peut-être autour d'eux, ils n'ont pas eu la personne pour les aiguiller comme il fallait, je pense aussi. Mais dites-vous, vraiment, wami wamejivua tsipara mfano tsipara barua ya mtu aliofaransa huwa zungo staji ya 6 semaines au miezi mbili, tiono tsisomo msolongo mba singalia na wanyangu haluhu toshinda rumrengi rimsaidie unomnyatu yo shitu kwamba yo furahisha maana wamtika plasi yahe wangina sana ka plasi yahe leo mtoshinda nimsaidie na nimsaidie.
دي مهم. D'ailleurs, justement, par rapport à ça, on essaye de proposer aussi des accompagnements, de relecture de CV, de relecture des masterclass pour savoir comment se tenir en entretien. Donc tout ça, c'est dans le but de justement faciliter, donner des outils à des étudiants justement. Euh, mais cela se fait avec la volonté de la personne. Donc on peut pas Exactement. faire avec. Exactement. En fait, il faut que l'étudiant ait vraiment une volonté de s'améliorer. Encore une fois, on sait que l'étudiant qui vient d'entreprise n'a pas encore acquis tous les codes, tous les rouages du professionnel. On le sait. Donc, du coup, on est très clément vis-à-vis de ça. Et il faut que l'étudiant se rassure en se disant, je n'ai rien à perdre, mais plutôt tout à gagner. J'envoie, j'essaye par la suite si je peux passer un coup de fil, ou bien relancer par mail gentiment, et puis en faisant en sorte d'avoir la bonne formule ou la bonne formulation quand on envoie un mail aussi, à qui j'adresse ce mail, comment ce mail sera perçu, j'attends si j'ai un retour ou pas, et poser toutes les questions. Ok. Donc on a une question, une question de Zuleika qui nous demande: Bonjour, est-ce que dans la projection de votre avenir professionnel, vous aviez prévu d'en arriver là? Ou alors est-ce les opportunités qui vous ont mené là où vous en êtes? Très belle question pour... Non, du tout. Non, Zuleika, merci pour la question. Non, 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 moi je pensais que j'allais avoir une carrière linéaire, vraiment à ma aide première, voilà, et puis faire autre, je sais pas, être dans le réseau France Télévisions, tout ça, alors que non, euh, du tout. Après, à un moment donné, euh, et je pense c'est dû aussi aux besoins du territoire. À un moment donné, on se dit, on peut faire plus que ça. Qu'est-ce que je peux faire de plus? Parce qu'on a les outils, parce que je me suis formé à l'université, donc du coup, je me dis, je peux faire plus que ça. Donc, on essaie de tâter d'autres horizons et les opportunités, forcément, viennent à vous et on se lance. Et c'est pas évident quand on change de boulot pour chaque travail. C'est pas évident parce que on se dit, est-ce qu'on va pouvoir réussir? Est-ce que moi avant je me posais la question quand je changeais de travail, je me disais déjà au début, est-ce que je vais comprendre ce qu'on va me demander? Est-ce que ceci, bien sûr, voilà, si vous avez osé franchir le pas, c'est que vous allez pouvoir réussir. Au début, vous ne savez pas tout, mais forcément, vous allez pouvoir faire votre mission comme il le faut. Et dites-vous que on est dans une culture, surtout au niveau de Mayotte, peut-être même ailleurs, où parfois changer de job ou changer de travail est très mal compris ou très mal vu. Les gens ne comprennent pas parce qu'ils se disent oula, ça déstabilise un peu le schéma sociétal. Alors non, vous avez une belle opportunité à saisir, foncez, foncez. J'imagine que, alors là, je sors un chiffre comme ça. Aujourd'hui, vous gagnez 1 000 € par mois et on vous propose un job à 3 000 €. Vous allez dire, vous sautez le pas, vous allez dire, ok, j'y vais. Et puis, un autre job où vous allez gagner plus que 3 000 €, forcément, vous allez y aller. Donc, le but, c'est ça, c'est d'oser, de faire plus et puis de se dire que tout est possible. Et le fait de se challenger fait que vous n'êtes pas non plus dans une vie monotone parce que vous changez de vision, vous changez de façon aussi d'être avec les autres, de vous épanouir parce qu'il y a le côté épanouissement. Pour ma part, j'attache une attention particulière à l'épanouissement personnel. Donc cela commence aussi au-delà de l'aspect personnel, mais dans le milieu professionnel, il faut être épanoui. Quand vous commencez à vous dire ça va pas au boulot, c'est pas top, je m'ennuie ou je souffre, mais pourquoi vous vous affligez ça? Il faut pas vous infliger ça. Et moi, par rapport à la matinale, au bout de 7 ans de matinale, j'en avais marre de me lever tous les jours à 2 heures du matin pour aller
faire la radio. Et pourtant, c'est un métier que j'aimais énormément, être proche des gens tous les jours, mais je n'en pouvais plus tous les jours pendant 7 ans. Il faut tenir, hein. Et surtout quand on a un rythme décalé pendant 7 ans, où il faut se lever à 2 heures du matin, et 2 heures du matin, il faut se préparer, il faut de 5 heures à 8 heures être vraiment concentré, tout ça, c'est un rythme. Donc je ne supportais plus et j'avais besoin d'autre chose, j'avais besoin d'un autre challenge. Et je pense que dans l'ensemble, j'ai bien fait. Et et quand je vois ce parcours, je suis, ouais, je suis assez satisfait. Je suis assez satisfait et je n'imaginais pas quand j'étais lycéen que j'allais faire tout ce parcours-là. Non, je me voyais simplement un job et puis jusqu'à la retraite. Alors que j'ai encore du temps, peut-être que j'ai aussi d'autres challenges, d'autres défis à relever et je l'espère. Bah, ça, je l'espère aussi. Bah, d'ailleurs, on va bientôt arriver vers la fin de Et l'émission. aussi, peut-être, juste ce que j'ai pas précisé, ben, je l'avais dit, mais sans plus, mais Oui. donc il m'arrive aussi d'animer des événements, on me sollicite pour certains événements. Il y a des périodes où c'est beaucoup plus intense. Ok. C'est la deuxième, deuxième trimestre, deuxième semestre, pardon. C'est beaucoup plus intense, il y a beaucoup plus d'événements où j'arrive à m'organiser par rapport au boulot, soit c'est le week-end ou pendant que je suis en congé, j'anime des événements. Et aussi, j'ai parlé de mon engagement associatif auprès de la LEFPA, auprès des personnes handicapées et des personnes vulnérables. Alors donc, pour ceux qui n'étaient pas là, je suis administrateur au sein de la LEFPA depuis déjà 4 ans. Je siège au conseil d'administration. La LEFPA, c'est l'association laïque pour l'éducation, la formation, la prévention et l'autonomie. À Mayotte, on est basé à Bandrélé. C'est du bénévolat. Et je suis également, parce que j'ai plusieurs casquettes, je suis également euh, délégué de la GMF à Mayotte, l'assureur. En fait, je représente les sociétaires. Là aussi, c'est du bénévolat. Voilà. Donc, Ok. quand par exemple, au niveau associatif, vous avez un événement, vous souhaitez être accompagné, vous pouvez venir me voir, on essaie comment on peut vous accompagner, ou quand les sociétaires, les assurés de la GMF ont des problèmes dans leur dossier, ils peuvent me solliciter, puis moi j'essaie de relayer leurs doléances, leurs difficultés auprès de notre bassin qui est à La Réunion, c'est le pôle régional, pour qu'on puisse dénouer certaines situations, notamment on l'a vu après Chido, il y a beaucoup de soucis, de dossiers pour pouvoir Oui. être indemnisé. Donc j'ai été facilitateur dans tout ça. Donc Ok. ce sont des engagements qui me tiennent à cœur. C'est pas beaucoup, c'est un peu, mais ce qui fait, mine de rien, ça me laisse très peu de temps pour moi parce que même quand je suis en vacances, quand je prends mes congés, je me déplace, je vais souvent en métropole dans le cadre de mes activités associatives, que ce soit à la GMF ou pour la LAFPA, mais je le fais, je pose des congés pour y aller. Donc là, mon rêve, enfin, ouais, c'est un rêve, disons c'est un rêve, oui, c'est un rêve parce que je fais pas beaucoup, cette année que je puisse vraiment avoir 1 ou 2 semaines pour moi où je pose des congés que pour moi, mais pas pour les associations, que je voyage, que j'oublie tout, que voilà. Et s'il y a une dernière question, je la prendrai. Mais sinon, je résumerai ça. Bon, je vais choisir des mots qui vous définissent et vous me direz si c'est correct ou pas. J'ai l'impression que ce qui vous définit, c'est plus l'engagement, la polyvalence et l'artiste, la création. Oui, super, super. Non, non, ce sont des mots qui me définissent parfaitement. Et par rapport à la question, il me semble de Zuleika, c'est Zuleika, ouais, qui me demandait si je pensais qu'un jour j'allais pouvoir réaliser tout ça, avoir le parcours que j'ai. Non, j'ai jamais pensé qu'un jour j'allais avoir un engagement associatif. Mais quand j'y repense, je me dis, à Mayotte, nous sommes de nature très solidaire, c'est dans notre ADN, et on se rend pas compte. C'est pas parce qu'on est dans une structure associative qu'on n'est pas dans l'engagement. À Mayotte, c'est une société qui est dans l'engagement depuis tout temps. L'histoire de Mayotte, c'est une histoire engagée. Voilà.
quand il y a un événement dans un village, dans une ville, tout le monde s'associe. Donc, on est très engagé. Et avec le recul, je me dis effectivement, il faut pas que je m'étonne. C'est juste quand on évolue professionnellement et aussi personnellement, on on révèle ce que nous avons en nous de manière profonde et bon, c'est l'engagement qui se révèle en moi aujourd'hui et le côté artiste parce que oui, l'animation c'est l'artistique et j'aurai plaisir, peut-être certains d'entre vous me verront, à aller au concert de Zilli le 22 mai au Casino de Paris pour soutenir notre star mahoraise. Ah bah, c'est bien. Non, en tout cas, vous avez bien résumé aussi notre slogan qui est Konyo Moja. Donc, c'est quelque chose qui nous tient à cœur. Donc, c'est vraiment avec les personnes comme vous, avec d'autres personnes qui sont passées, qui vont venir pour partager justement l'expérience, vos expériences et montrer que du coup, en étant mahorais, on parlait d'identitaire, on a la capacité de faire beaucoup de choses et on a la capacité aussi de contribuer au développement de notre île. Donc, Oui. Aussi, bientôt j'ajouterais sera la même. fin de l'émission et je vous donnerai justement le dernier mot pour Alors, clôturer. j'aurais tant à dire, et je pense qu'il faudrait, et j'en suis intimement convaincu, il faudrait que je revienne pour un autre rendez-vous avec la communauté. Alors, je vais commencer par quoi? J'étais très heureux, vraiment très heureux de partager cet instant. Sachez que on, on- on fait ce qu'on peut dans la vie, on fait ce qu'on peut. Ce sont les autres qui nous jugent. Si malheureusement ou heureusement, on ne peut pas se définir. On fait des choses et c'est les autres qui jugent si c'est bien ou pas bien. La vie est ainsi. Mais soyez convaincus qu'à Mayotte, vous avez votre place et qu'il faut persévérer dans ce que vous faites. Que ce soit à Mayotte ou ailleurs, partout dans le monde même, vous avez votre place. Mais à Mayotte, on a besoin de vous. Et puis, j'ajouterais que n'hésitez pas. Si vous souhaitez avoir des informations concernant les structures administratives à Mayotte, les institutions à Mayotte, vous pouvez me contacter. Ou si vous avez besoin d'informations concernant l'ALEFPA, pour celles et ceux qui travaillent dans le milieu médico-social, si je peux leur donner un coup de main, peut-être pas tous, mais quelques-uns, n'hésitez pas. Alors, je vais vous laisser mon mail de l'ALEFPA. Alors, c'est abedja, abedja, @alefpa.fr. Alefpa, c'est ALEFPA. Donc, abedja@alefpa.fr. N'hésitez pas, envoyez-moi un mail et je ne manquerai pas de vous répondre. C'était un réel plaisir, vraiment, de partager cet instant avec vous et nous en aurons d'autres, j'en suis sûr. Et surtout, namfuzu harmazu mfanyao namkena jitihadi nekati de hun maure be van wangina maure yo inatamana wanyu atika tuktumisi jitihadi mana maure tsikati tansika atika boka maori nekana reu miasa faranzao au mahala hafa anareo tuktumehe yamba anareo boka tan tsara ny maore draka mahala mbo iasanareo neka États-Unis au mahala hafa anareo tokotro mandeha miara amin'ny maory. Io kabaro muhimu safari. J'espère que Hashmi t'a tout compris parce que en tout cas, franchement, c'était une outro de qualité. On aurait cru presque être à la radio. Les retardataires n'ont jamais raison. À très bientôt. Merci infiniment. Merci à toi en tout cas. À très bientôt. En tout cas, merci pour votre temps et à très bientôt. Merci. Et à tout le monde.